Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre patience. Je suis très heureux d'accueillir pour ce nouveau rendez-vous de l'archéologie ici à l'Institut français d'Égypte, en présence du conseiller culturel Mohamed Bouattana. C'est une nouvelle conférence donc, de ce cycle consacré au chantier archéologique mené par l'Institut français d'archéologie orientale sur le territoire égyptien. Et ce soir, une présentation d'un chantier en cours, celui des chapelles osiriennes du temple de Karnak, sous la direction de Laurent Coulon. Alors Laurent Coulon a un parcours particulièrement riche et varié, normalien, agrégé de lettres classiques, il est docteur en égyptologie de l'Université de Paris-Sorbonne, avec une thèse soutenue en 1998, et qui était consacrée à l'éloquence et la société de cour dans l'Égypte ancienne. Il a ensuite passé 4 années ici au Caire comme membre scientifique, pensionnaire de l'IFAO, avant de rejoindre l'Université de Lyon 2 en 2002 comme maître de conférence. Il reste très peu de temps, il quitte à nouveau la France pour revenir au Caire et occuper le poste d'adjoint aux publications de l'IFAO, c'est-à-dire de directeur scientifique des éditions de l'IFAO de 2004 à 2008. Il intègre ensuite le CNRS dans le laboratoire ISOMA de Lyon. Il passe en 2014 son habilitation à diriger des recherches et devient en 2015 directeur d'études à l'École pratique de hautes études à Paris. Après ses premiers travaux sur le genre textuel dans l'Égypte ancienne, les recherches de Laurent Coulon se portent rapidement sur le développement du culte du dieu Osiris, développement qui marque l'un des phénomènes les plus marquants de la religion égyptienne au cours du premier millénaire avant notre ère. Il s'intéresse donc au clergé thébain d'Osiris, il reconstitue patiemment et étudie la décoration des catacombes osiriennes de Ptolémée IV dans le temple de Karnak. Il développe aussi, durant ces années, dans le cadre d'un programme de recherche de l'IFAO, en collaboration avec le ministère des Antiquités et en particulier avec le professeur Hassan Selim qui est avec nous ce soir, une base de données des statues découvertes à partir de 1904 dans la fameuse cachette de Karnak, une gigantesque fosse creusée dans la cour du 7e pylône où avaient été entreposées plusieurs centaines de statues à l'occasion d'un grand nettoyage de ce temple. Cette base de données est aujourd'hui un outil de recherche particulièrement utile aux égyptologues, accessible librement sur le site web de l'IFAO. Enfin, depuis 2000, il dirige la fouille et l'étude épigraphique d'un ensemble de chapelles osiriennes situées au nord du temple d'Amon, dans l'enceinte de Karnak, donc, et c'est ce projet, collaboration entre l'IFAO, le PHE de Paris et le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, qu'il nous présente aujourd'hui. La mission, je vous le disais, travaille en ce moment même, et je voudrais remercier Laurent d'avoir quitté son châtier de Karnak quelques heures pour être avec nous ce soir. Je le remercie donc et je lui passe la parole. Merci. Merci beaucoup Laurent. Je voudrais d'abord remercier l'Institut français d'archéologie orientale et l'Institut français d'Égypte pour m'avoir invité à présenter nos travaux aujourd'hui. Alors qui dit chantier archéologique dit évidemment travail d'équipe et évidemment l'exposé que je vais vous faire est le fruit d'un travail collectif. D'abord parce que plusieurs institutions soutiennent notre chantier, notre mission sanctuaire osirien de Karnak, donc l'IFAO, le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, le PHE, l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, les équipes de recherche de Paris et de Lyon, Orient-Méditerranée et ISOMA, tout cela évidemment sous l'égide du ministère des Antiquités de l'Égypte. Et nous avons depuis l'année dernière aussi le soutien de la fondation ARPAMED.
Donc le chantier est co-dirigé par Cyril Georgi de l'INRAP et moi-même. Et puis évidemment, à l'intérieur de l'équipe, nous avons des égyptologues, des archéologues, des céramologues, des topographes, des restaurateurs. Vous reconnaissez évidemment Hassan El Amir à sa table de travail, et aussi des dessinateurs, et toute une série évidemment d'intervenants qui participent à l'élaboration des résultats du chantier. Alors, le lieu où nous travaillons, vous le connaissez tous, c'est le temple d'Amon-Ré de Karnak, donc qu'on ne présente pas ici, un sanctuaire donc, qui s'est développé sur plusieurs millénaires autour du culte du dieu Amon-Ré, donc à partir du début du Moyen Empire jusqu'à l'époque romaine. Mais en périphérie de ce domaine du dieu Amon-Ré, se sont développés d'autres secteurs cultuels consacrés à un dieu qui était jusqu'au deuxième millénaire plutôt cantonné aux tombes, au domaine funéraire, et à des métropoles purement osiriennes, c'est-à-dire Abydos en Haute-Égypte et Bousiris en Basse-Égypte, mais qui s'est installé à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ dans tous les sanctuaires d'Égypte. Et à Karnak, Osiris s'est largement implanté tout au long du premier millénaire. L'avantage du site de Karnak étant que nous pouvons avoir une vision de cette installation au fur et à mesure des siècles, puisque le temple n'a pas été rebâti dans son entièreté. Donc vous avez ici, avec les cercles rouges sur l'image, la plupart des secteurs osiriens Donc vous avez le secteur nord, au nord de la grande salle hypostyle de Karnak, qui va être le secteur qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, mais vous avez aussi les chapelles osiriennes qui se trouvent en bordure de l'enceinte dans le domaine de Karnak Nord, un secteur au nord-ouest du temple de Montou qui va nous intéresser aussi particulièrement, secteur de Nagamalgata, la nécropole osirienne de Karnak au nord-est, une chapelle au sud dédiée à Osiris Tanébar et le secteur du temple d'Opet dédié à la naissance d'Osiris. Car Karnak, en quelque sorte, abritait toute la vie du dieu Osiris, puisque comme tout sanctuaire d'Égypte au premier millénaire, il y avait un tombeau d'Osiris installé dans les murs du temple, mais Karnak avait aussi le privilège d'être le lieu de naissance du dieu Osiris, naissance qui était célébrée dans le temple d'Opet, à côté du temple de Rondsou, donc qui a été entièrement reconstruit à l'époque ptolémaïque. Mais au-delà du tombeau et du lieu de naissance, Osiris était également célébré dans de nombreuses petites chapelles construites pour la plupart à l'initiative des divines adoratrices d'Amon, c'est-à-dire les filles de Pharaon envoyées pour contrôler le domaine thébain pendant le premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de la 26e dynastie. Et donc vous voyez cette myriade de petites chapelles installées autour du temple de Karnak. Si l'on s'intéresse donc plus particulièrement à celles qui sont dans le domaine nord du temple, donc au nord de la grande salle hypostyle, on va avoir par exemple 3 chapelles en enfilade, le long de la voie menant au temple d'Opta, la chapelle d'Osiris, maître de la vie, qui date de la 25e dynastie,
On est autour de 678-670 avant Jésus-Christ. La chapelle d'Osiris Unnefer, maître des aliments, datant de la 26e dynastie, celle qui va être au cœur de notre exposé aujourd'hui, datant de 550 avant Jésus-Christ, enfin aux alentours, on va dire. Ensuite, la chapelle dite d'Osiris, maître de l'éternité, qui date des alentours de 530 avant Jésus-Christ, une des dernières chapelles osiriennes construites, puisque l'avant-porte de cette chapelle date du pharaon Psamétique III, hein, le dernier pharaon de la 26e dynastie, avant l'invasion perse. Et donc c'est cette invasion perse qui mettra un terme à l'institution de la divine adoratrice et aussi pour un temps à la construction de chapelles osiriennes. Alors la chapelle d'Osiris Unnefer, maître des aliments, a été au cœur de nos activités sur ce projet et nous avons décidé non seulement de mener une campagne épigraphique comme sur d'autres chapelles osiriennes, mais aussi d'en faire une étude archéologique complète. Jusqu'à présent, aucune chapelle osirienne n'avait été étudiée en quelque sorte de fond en comble sous tous ses aspects, et nous voulions en quelque sorte dans notre programme pouvoir fournir une étude détaillée d'un de ces monuments. Alors vous allez voir que chacune de ces chapelles a ses spécificités, qu'elles ne peuvent pas être réduites à un seul type, mais d'un point de vue constructif, on va retrouver quand même quelques constantes. Par ailleurs, la structure du programme décoratif peut aussi parfois être comparée. Voici l'état dans lequel nous avons trouvé donc la chapelle d'Osiris Unnefer Nebjefaou avant notre intervention. Donc c'était un paysage un peu lunaire. Donc à part le chœur en pierre de la chapelle, aucune des structures en briques crues qui entouraient ce chœur en pierre n'était véritablement discernable et nous ne pouvions établir de plan du monument. Nous avons donc mené plusieurs campagnes pour pouvoir déterminer les vestiges, le plan des vestiges des murs de briques crues entourant la chapelle, pouvoir aussi collecter les blocs épars qui jonchaient le sol, en dégager de nouveaux pris dans des structures plus tardives, pour pouvoir reconstituer les parois du monument et redonner à cet édifice son aspect originel, pas tout à fait, mais en tout cas s'approcher d'une connaissance la plus précise possible de sa structure, d'une part, et le rendre aussi accessible à la visite et le rendre lisible en quelque sorte aux visiteurs et aussi aux égyptologues. Donc cela a passé par un travail de restauration assez considérable avec la collaboration du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, notamment les tailleurs de pierre, Antoine Garrick en premier lieu, qui nous ont permis de mener l'anastylose de certaines parties du monument, notamment le naos. Cela a impliqué la restauration des dallages, la restauration également des murs en briques crues. Alors la photo que vous avez ici à droite a été prise ce matin même, puisque nous sommes en train de terminer la restauration de la chapelle par l'angle nord-est du pylône qui marquait la porte d'entrée. Donc après plusieurs années à fouiller les structures secondaires qui étaient venues détruire cette partie de la chapelle, nous aurons achevé en fin de semaine l'essentiel de la restauration du monument.
Donc d'ores et déjà, nous pouvons avoir une bonne idée de la structure de l'édifice, marquée par une rampe d'entrée, une première porte avec un corridor, une salle hypostyle de 4 colonnes. Celle que vous voyez avait été remontée par Georges Legrain, qui avait déblayé la chapelle au début du XXe siècle. Une deuxième porte, et puis la partie centrale, ce qu'on appelle le naos. Élément important du paysage cultuel, la voie d'allée qui partait de la sortie nord de la grande salle hypostyle du temple d'Amon et menait jusqu'au temple de Ptah. Elle dessert, comme vous voyez, les 3 chapelles que nous avons vues précédemment, et il est très probable que cette voie faisait partie d'un programme architectural associé à ces chapelles. Il est très difficile d'avoir une chronologie très précise de l'aménagement de cette voie, mais il est évident qu'elle jouait un rôle dans les processions qui desservaient ces sanctuaires. Alors, je voudrais maintenant essayer de dresser un tableau historique de l'évolution de la chapelle d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, en vous montrant depuis les niveaux les plus anciens que nous avons dégagés jusqu'aux niveaux les plus récents, l'évolution archéologique du monument. Et puis, au milieu de ce panorama historique, nous nous attarderons sur, évidemment, la fonction du monument lorsqu'il était actif au moment de sa mise en fonctionnement durant la 26e dynastie. Alors évidemment, pour ce tableau historique, il me faudra aller à grands traits et je ne pourrai pas donner tous les détails du contexte archéologique général du secteur nord de Karnak, qui est extrêmement vaste, et où, donc dans les siècles qui ont précédé et qui ont suivi la création de la chapelle, beaucoup de monuments ont été aménagés, transformés. Je pense évidemment au temple de Ptah, que mes collègues du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak ont fouillé et restauré complètement, sous la direction de Christophe Thiers. Récemment également, la zone du trésor de Shabaka de la 25e dynastie a fait l'objet d'une étude approfondie de la part de Nadia Licitra. Et puis, d'autres secteurs ont également apporté des informations importantes sur le développement de ce secteur nord au premier millénaire. Il faut aussi prendre en compte tout l'aspect historiographique de l'enquête qui est nécessaire, c'est-à-dire que dans un temple comme Karnak, où les travaux et les explorations sont menés depuis un siècle, voire 2, beaucoup de transformations sont intervenues dans le paysage archéologique depuis des décennies, et on trouve évidemment quantité de données importantes dans des photos d'archives comme cette vue prise par Jean Capart à l'époque des travaux de Legrain, où, comme on le discerne ici, la voie de Ptah n'était pas encore dégagée et laissait en quelque sorte deviner l'un des derniers états archéologiques du secteur, à un moment où très probablement cette voie avait été recouverte par les occupations tardives. On voit également dans ce secteur de très hauts bâtiments des premiers siècles de notre ère qui donnent encore témoignage des profonds réaménagements du secteur à cette époque.
Pour ce qui nous concerne, nous allons donc nous focaliser sur le secteur de la chapelle d'Osiris ou Néfer Nebzefaou. Je suis désolé pour la qualité de ce qui est visible, hein, qui est très bien sur mon écran et un peu moins sur votre écran. Grâce aux fouilles que nous avons menées depuis plusieurs années, nous avons pu établir un plan complet de l'édifice, donc non seulement les parties en pierre, le chœur central, mais aussi le réseau de murs en briques crues qui entoure la chapelle. Alors, comme je vous l'ai dit, on a tenté d'analyser de manière absolument totale, la plus complète possible en tout cas, l'archéologie de ce monument. Et bon, malheureusement c'est assez peu visible, mais on a mené toute une série de sondages, donc sous la direction de Cyril Georgi, mon collègue, pour à la fois fouiller les niveaux les plus récents, mais aussi mettre en évidence les fondations du monument et dégager aussi les structures antérieures à l'installation du monument. Parallèlement, nous avons évidemment collecté un grand nombre d'objets, d'artefacts archéologiques qui sont en cours d'étude par différents spécialistes, évidemment, en connexion avec les niveaux archéologiques concernés. Nous avons notamment un grand nombre de scellés. Par exemple, vous avez ici un type de scellé avec le cartouche de Menrepere, hein, qu'on trouve à l'époque ramesside à la 3e période intermédiaire. Ces scellés sont en cours d'étude par Frédéric Perraudot. Et Raphaël Meffre s'est attelé cette année à la typologie des nombreux yeux Oudjat que nous avons trouvés dans les différents niveaux archéologiques du site. Donc c'est à travers l'étude à la fois des contextes stratigraphiques, mais aussi donc des artefacts de ce type qui sont collectés, évidemment en nous fondant aussi sur des études céramologiques extrêmement précises, hein, grâce à l'apport de 3 céramologues, Sylvie Marchand, Catherine de Fernaise et Stéphanie Boulet, chacune spécialisée dans une époque particulière. Donc c'est grâce à ces différents apports que nous pouvons maintenant dresser en quelque sorte un tableau historique de l'évolution archéologique du monument. Alors l'un des plus anciens témoignages que nous avons dans le secteur nous est livré par un petit fragment de calcaire, donc un bloc où on voit la partie inférieure d'un dieu qui est probablement Ptah, hein, peut-être Osiris Ptah, mais donc plus probablement Ptah. Et face à lui, on avait un pharaon dont les restes des cartouches correspondent au nom d'Amenmès. Donc à la fin de la 19e dynastie, on est autour de 1200 avant Jésus-Christ. Donc ce bloc a été retrouvé dans un amas de blocs, dans un sondage profond au nord de la chapelle. Peut-être faut-il penser que nous avions déjà un petit édifice cultuel dédié à Ptah ou à une forme particulière d'Osiris dans notre secteur. Nous avons retrouvé aussi un grand nombre de briques estampillées, notamment dans la partie sud, au sud du Naos, briques estampillées au nom du grand prêtre d'Amon Menrepere de la 21e dynastie. Ces briques sont bien connues, elles appartiennent à des murs d'enceinte imposants, certains à bastions, que le grand prêtre d'Amon Menrepere a fait ériger dans un certain nombre de sites d'Égypte et notamment à Karnak. Cela était déjà attesté dans le secteur nord-est. Donc
Nous n'avons malheureusement que des fenêtres limitées sur ce grand mur d'enceinte qui passait à cet endroit, mais il est maintenant certain qu'il faut voir dans ce secteur les vestiges d'un très grand mur d'enceinte qui a été ensuite arasé pour l'installation de la chapelle. Dans la salle hypostyle, sous les colonnes, nous avons pu faire un sondage profond pour déterminer les fondations de l'édifice, et on voit que ces fondations en briques crues sont installées sur des niveaux d'installation domestique, sorte de cuisine, qui sont datables par la céramique de la 3e période intermédiaire. Donc la chapelle ne s'est pas installée du tout dans une zone vierge, mais dans une zone où on préparait déjà des aliments. Peut-on en dire plus? Pas véritablement, puisque nous n'avons que des secteurs disjoints. Ce qui est plus intéressant, c'est que nous avons également, dans des niveaux antérieurs à la chapelle, les vestiges d'un dallage de la 3e période intermédiaire. Alors vous voyez que le dallage se poursuit sous le mur d'enceinte de notre chapelle et forme en quelque sorte une rampe qui donnait accès à quelque chose qui a été ensuite recouvert par un énorme bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment ouest, qui se trouve derrière notre chapelle. Il s'agit peut-être des vestiges, là aussi, d'un édifice cultuel, mais il est difficile d'en déterminer le propriétaire. En tout cas, nous avons retrouvé dans ce secteur, dans des niveaux antérieurs, petites figurines en bronze avec des traces de dorure du dieu Ronsu et quelques remplois aussi de blocs ramessides qui ont servi de dalles. Si l'on avance un peu plus dans la chronologie, on arrive à la 25e dynastie, et donc juste à côté de l'emplacement de la chapelle, a été aménagée à la fin de la 25e dynastie une petite chapelle dédiée au dieu Osiris, maître de la vie. Donc vous voyez, dans ces chapelles osiriennes, le nom du propriétaire, du dieu propriétaire, est inscrit généralement dans un cartouche. C'est l'épiclèse qui varie à chaque fois. Donc là, on va voir Osiris, maître de la vie, alors que la chapelle voisine va être dédiée à Osiris ou Néfer, maître des aliments. On peut avoir Osiris, maître de l'éternité, etc., etc. C'est le roi Taharqa qui est représenté sur cette chapelle, en parallèle avec la divine adoratrice Shepenupet II, qui fait offrande ici au dieu Amon dans la première salle de la chapelle. Alors, je consacre quelques minutes à cette chapelle parce qu'elle donne des indications sur le fonctionnement d'une chapelle osirienne qui pourra être comparée avec celui de la chapelle voisine d'Osiris ou Néfer, maître des aliments. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce monument, je m'excuse encore pour le fait que les dessins au trait ne passent pas, c'est que dans la salle 1, la première salle, c'est Shepenupet II, la divine adoratrice vivante, qui accomplit le culte devant le dieu Amon. Dans d'autres scènes, elle est face à Osiris en costume des vivants. Mais quand on pénètre dans la deuxième salle, ici, donc par cette porte, on se retrouve dans un contexte différent où le roi fait offrande à un dieu momiforme qui est l'Osiris sauveur. À l'intérieur de la deuxième salle, Osiris est là aussi représenté en dieu des morts, et ce qui nous confirme que nous sommes là dans le domaine des morts, c'est que sur cette scène que nous avons pu compléter par l'ajout de 2 blocs qui ont été retrouvés lors du démontage
de la chapelle au moment de sa restauration en 2007, eh bien, on voit que c'est Osiris, le sauveur, pas Ousheb-Yad, il reste en quelque sorte une partie de la légende, celui qui secourt le malheureux, qui est représenté face à la divine adoratrice, qui n'est pas Shepenupet II, mais qui est Aménirdis Ier, donc celle qui l'a précédée, avec les signes Maat-Reru, c'est-à-dire qu'elle est défunte. Donc c'est la divine adoratrice défunte qui, dans le domaine des morts, accomplit le culte devant Osiris momiforme. Ce qui amène à penser qu'on a une bipartition, on a deux parties très nettes dans la chapelle, entre un domaine en quelque sorte terrestre, où le culte se fait devant Amon, et un domaine funéraire, une sorte de petite douate, un domaine des morts, par laquelle on accède par une petite porte. J'ai interprété donc cette chapelle d'Osiris, maître de la vie, celui qui secourt le malheureux, comme un lieu de guérison, un endroit où on peut s'adresser à Osiris sauveur en faisant probablement glisser des offrandes ou des ex-voto dans la petite salle annexe pour pouvoir demander qu'Osiris sauve un proche de la douate, sauve un proche du monde funéraire alors qu'il était à l'article de la mort. Et on a justement dans d'autres stèles connues sur les chapelles osiriennes, concernant les chapelles osiriennes, une forme d'Osiris, celui qui sauve son serviteur de la douate. Alors nous arrivons maintenant, dans ce cursus chronologique, à la 26e dynastie. Alors je vous donne quelques cadres sur l'histoire de cette période. On part du règne de Psamétique Ier, donc en 665 avant Jésus-Christ, pour terminer en celui de Psamétique III en 526 avant Jésus-Christ. Et donc on a une succession de pharaons qui sont célèbres pour avoir, en quelque sorte, redonné à l'Égypte son identité indigène. On parle souvent de la renaissance saïte. Psamétique Ier, Néchao II, Psamétique II, Apries, Amasis et Psamétique III. Parallèlement, donc, les deux divines adoratrices qui vont gérer le domaine d'Amon à Karnak, ce sont Nitocris et Ornès-Néphéribré. On les connaît notamment par leur sarcophage. L'un est au musée du Caire, l'autre à Londres. Nitocris est la fille de Psamétique Ier et Ornès-Néphéribré est la fille de Psamétique II. Elles vont avoir une longévité exceptionnelle pendant près de 60 ans chacune. Elles vont gérer le domaine de Thèbes. Donc c'est à ces divines adoratrices que l'on est redevable de la construction d'un certain nombre de chapelles osiriennes tout autour de Karnak. Alors si l'on revient à notre chapelle d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, elle témoigne par ses fondations de l'existence d'autres chapelles légèrement antérieures. On a retrouvé notamment devant le Naos, en réemploi, un montant de porte au nom du pharaon Néchao II, qui est aimé d'Osiris, qui s'unit à Montou, maître de Thèbes. Donc on a là un montant d'une chapelle osirienne antérieure, qui a été réemployé dans celle-ci, et qui était en connexion avec le domaine de Montou. Alors il se trouve que sous ce remploi, on a retrouvé des petites figurines d'Osiris qui étaient regroupées à l'angle de ce montant de porte, comme une sorte de dépôt de consécration. Et il témoigne probablement d'ex-voto qui avaient été déposés antérieurement dans le secteur.
Alors actuellement, donc Florence Gombert-Meurice du musée du Louvre est en train d'étudier de manière systématique ces figurines d'Osiris pour lesquelles nous avons un corpus de plus de 50 exemplaires retrouvés sur le site et dans le voisinage. Alors avant d'aborder maintenant la chapelle d'Osiris, maître des aliments proprement dite, je voudrais faire un petit détour par le secteur de Nagamalgata. Donc au nord-ouest de Karnak, ici vous avez Karnak, le temple d'Amon-Ré, ici Karnak-Nord, le temple d'Amon-Ré-Montou. Et dans ce secteur, ici, ont été retrouvés les vestiges de grands bâtiments en briques crues, avec des éléments de seuil en granit et des colonnades en pierre, qui correspondent au palais des divines adoratrices. Donc, grâce à une enquête minutieuse et qui a porté sur les documents d'archives, notamment de Maurice Pilet, qui a vu encore les vestiges de ce bâtiment maintenant totalement détruit dans les années 1925, et la collecte de blocs, alors malheureusement difficilement visible ici, de blocs actuellement conservés soit dans des collections françaises, soit vus par, chez des antiquaires par Jacques Jeanclair en 1935, on peut déterminer donc l'existence d'un palais de la divine adoratrice Ornès Néféribré à Nagamalgata, donc ici, donc au milieu de la 26e dynastie. On avait en quelque sorte un secteur résidentiel de la divine adoratrice au nord de Karnak. Alors c'est particulièrement important parce que cela nous explique pourquoi on avait installé la chapelle d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, et sa voisine, dans ce secteur. Parce qu'évidemment, on pouvait s'interroger sur la présence de chapelles osiriennes dans cette partie nord de Karnak, où nous n'avions pas réellement de tradition osirienne. Or, il est clair que ces chapelles se trouvent sur le chemin qui mène du secteur de résidence des divines adoratrices au cœur du domaine d'Amon. Donc ici, vous avez la grande salle hypostyle. Les divines adoratrices empruntaient ce chemin pour aller réaliser le culte quotidien du dieu Amon. Et donc, ces chapelles étaient desservies par ce chemin processionnel des divines adoratrices. Cela justifie donc l'installation de notre chapelle à cet endroit stratégique entre Nagamalgata et le cœur du domaine d'Amon. Alors, notre chapelle a été donc construite sous le pontificat d'Ornès Néféribré et largement commanditée par son grand intendant, un personnage très important qui s'appelle Sheshonq, connu sous le nom de code Sheshonq A, parce qu'il y a un Sheshonq B qui a été actif aussi à la fin de la 26e dynastie. Ce grand intendant de la divine adoratrice est un personnage clé à l'époque. C'est lui, en quelque sorte, qui contrôle le domaine thébain. C'est une sorte de premier ministre à la suite de la divine adoratrice. Alors, entrons un peu dans le détail de la structure de l'édifice qui est composé, comme je vous l'ai déjà dit, d'une première porte, d'une salle hypostyle, d'une deuxième porte et d'un naos. Commençons par la partie centrale de l'édifice. Donc on a une vue ici de la deuxième porte et du naos à l'arrière. Alors malheureusement, la restitution magnifique d'Anaguillou, vous ne pourrez pas la voir, mais vous allez la voir sur YouTube quand la diapositive aura été ajoutée à la vidéo. On a donc une façade
ça va être difficile, mais avec des représentations de cobras crachant du feu, qui sont des dieux protecteurs. Alors protecteurs de quoi? La scène, une scène du temple d'Ibis Ararga nous montre qu'il s'agit de la protection du fétiche abydénien, puisque nous avons les mêmes protecteurs, divinités protectrices pour le fétiche d'Abydos. Les dieux gardiens armés de couteaux dans la chapelle de la divine adoratrice, donc d'Unefer Nebzefaou, ont des parallèles dans une chapelle dont j'ai pu retrouver des blocs Ahmed Hamoud, donc c'est conservé dans les archives de l'IFAO. On retrouve exactement les mêmes dieux protecteurs. Alors, ça va être compliqué. Donc je vais passer à ce qui est visible. Il faut me croire sur parole, vous avez ici une représentation du fétiche d'Abydos sur la paroi du fond du sanctuaire. Le modèle de cette représentation, c'est la représentation du fétiche abydénien dans le temple de Séti Ier à Abydos. Les décorateurs de la chapelle d'Osiris Unefer, maître des aliments, ont copié cette représentation et l'ont placée au fond du sanctuaire. Alors, qu'est-ce que le fétiche d'Abydos? Eh bien, c'est un élément bien connu de l'iconographie osirienne qui a servi d'emblème à la région d'Abydos, un lieu originel en quelque sorte, l'un des lieux originels du culte d'Osiris. On a un pilier sur lequel est plantée une châsse, une sorte de coffre, et souvent surmonté de plumes, et ce pilier est inséré dans un signe Djou, l'ensemble de ces éléments faisant rébus avec le nom de la région, le nom d'Abydos, puisqu'on a l'apparence d'un signe Ab, du ciseau Ab, pour la partie supérieure, et le signe Djou, les montagnes Djou, et donc les deux signes forment en quelque sorte rébus pour le mot Abdjou. Ce culte du fétiche abydénien s'est développé largement donc, à Abydos, au Nouvel Empire. Il est attesté donc, à la fois dans le temple des Séti Ier, comme je vous l'ai montré, mais aussi dans le temple de Ramsès II à Abydos. Donc un temple qui a bénéficié d'une édition toute récente par messieurs Iskander et Goélette, qui permettent d'en avoir une idée assez précise. Notamment dans l'une des cours de ce temple, on a une représentation, malheureusement fragmentaire, de la procession du fétiche abydénien. On a des prêtres portant un pavois, et là, ici, vous avez la base du fétiche d'Abydos. Alors, voilà, la restitution, là, c'est à peu près visible. Nous l'avons réalisée donc en collaboration avec Anna Guillou, qui est notre dessinatrice. Vous avez les prêtres portant la barre processionnelle et donc le fétiche au-dessus. Et donc le pharaon accueille le fétiche en faisant l'encensement face à lui. La conclusion qu'on peut tirer de cette analogie entre les temples abydéniens et notre chapelle, c'est que Ornès Néféribré et son grand intendant Sheshonq ont voulu importer à Karnak les cultes d'Abydos. Ils ont voulu en quelque sorte installer au nord du temple d'Amon la procession du fétiche abydénien en créant une réplique d'un reposoir de ce fétiche tel qu'il existait auparavant à Abydos, notamment dans le temple de Ramsès II. On a donc là la création en quelque sorte
d'un culte osirien thébain par duplication d'une tradition qui existe auparavant à Abydos. Alors cette importance d'Abydos comme modèle pour le culte osirien dans notre chapelle, elle est confirmée par un témoignage archéologique. Si notre interprétation est exacte, je vous en laisserai juge. Lors des fouilles donc, des fondations de la chapelle, nous avons découvert une jarre enterrée, qui se trouve ici, juste en bordure de la plateforme de fondation en briques sous le naos. Cette jarre est d'un type assez rare, de la 26e dynastie. Des objets ont été découverts près de l'ouverture de celle-ci, donc des artefacts qui proviennent de statues osiriennes, notamment ce cobra qui normalement descend de la couronne blanche d'Osiris, fragment de plume, un dieu ici levant le bras. Nous avons aussi dans la jarre une boulette en quelque sorte estampillée, avec des hiéroglyphes qu'on peut lire de manière provisoire, le roi éternellement, Nesudjet, une figurine du dieu Ronsu et un autre petit objet moins identifiable. Comment interpréter ce dépôt? Eh bien, nous connaissons, grâce à un papyrus du British Museum, le papyrus Salt 825, un rituel de la maison de vie à Abydos, donc maison de vie étant à la fois une bibliothèque sacrée et un sanctuaire osirien. Ce papyrus donc, date de la 26e dynastie, comme notre chapelle. On y trouve notamment des représentations d'ennemis d'Osiris contenus dans des prisons. Et ces prisons nous sont décrites dans le papyrus, puisqu'on nous dit que l'ennemi mâle et l'ennemi féminin sont dans la vile jarre, dans une jarre mauvaise en quelque sorte. Ce qui laisse penser qu'on utilisait une jarre pour contenir la puissance maléfique des ennemis. Il se trouve aussi que sur une autre partie de ce même papyrus, on a une représentation de jarre d'un type assez particulier, avec un texte cryptographique qui a eu reçu des interprétations diverses, je ne vais pas m'y attarder ici, mais un texte d'accompagnement qui dit qu'Osiris a pouvoir sur les rebelles, sur ceux qui se révoltent. Donc on est là aussi dans la protection contre les ennemis. Il s'avère que si l'on compare ce récipient à celui que l'on a retrouvé en fouille, on est quand même relativement invité, enfin relativement poussé à comparer ces deux récipients et à proposer pour notre jarre un rôle similaire à celui qui est décrit dans le papyrus Salt 825. Un récipient qui serait là pour protéger contre les ennemis d'Osiris, et donc il aurait été placé en dépôt avec vocation apotropaïque à l'angle de la fondation du naos. Ce qui fait qu'on a un dispositif protecteur assez élaboré dans notre chapelle. On a à la fois les dieux gardiens sur la paroi, ici, les cobras crachant du feu, et on a cette jarre et les objets associés qui, parallèlement, jouent ce rôle de protection contre les ennemis. Alors, pourquoi la forme d'Osiris qui est représentée dans cette chapelle est-elle Osiris ou Néfer, maître des aliments?
quelle est la connexion avec ce culte d'Abydos qui est si prégnant dans la chapelle. Vous avez ici le nom d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, sur un des linteaux que nous avons retrouvé dans l'édifice. Et vous voyez toutes ces offrandes qui s'accumulent de part et d'autre des cartouches et qui montrent ce lien d'Osiris avec les aliments. L'explication vient, là encore, de la théologie d'Abydos, puisque dans le papyrus Psaulte 825, que nous venons d'évoquer, il est dit que le sanctuaire, enfin le lieu sacré d'Abydos pour le dieu Osiris est le château des aliments, Ut Djefaou. Et c'est là que Osiris va être assassiné. C'est là ensuite que sa tête va être conservée. Et grâce aux effluves qui vont sortir de son corps, eh bien, la terre va être fertilisée et les aliments vont pouvoir naître du sol égyptien. Donc cette connexion entre Abydos et cette forme d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, se fait naturellement à travers ce mythe du château des aliments abydénien. Alors, cette thématique des aliments, on la trouve à plusieurs reprises dans la chapelle. Il se trouve que l'on a retrouvé à Memphis un lot de plaques en bronze, dont l'une porte l'appellation Osiris ou Néfer, maître des aliments. D'autres représentent des porteurs d'offrandes et sont associés aux cartouches du roi Amasis, précisément celui qui figure dans notre chapelle. Ces plaques, selon l'explication de Daressi, avaient probablement été pillées par les Perses au moment de l'invasion de Thèbes et ramenées ensuite dans le nord, parce qu'ils n'expliquaient pas sinon la présence de mentions de Thèbes dans les inscriptions. On a un lot de plaques beaucoup plus considérable, évidemment, que celui que vous voyez ici. Eh bien, il est très probable que ces plaques provenaient d'un meuble qui était installé dans la chapelle d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, à Karnak. Alors, dans la partie avant de l'édifice, on a une première porte, je vous l'ai déjà signalé, accessible par une rampe, que l'on peut reconstruire partiellement grâce à l'existant, mais aussi par des blocs épars que l'on a replacés ici, et un bloc qui avait été prélevé par Lepsius au milieu du XIXe siècle, qui se trouve actuellement à Berlin. Il se trouve que lors des fouilles qui ont été menées dans la partie avant de la chapelle, nous avons pu retrouver des éléments du linteau qui complétaient en quelque sorte les élévations de cette première porte. Donc vous avez ici un magnifique linteau avec le nom d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, le cartouche du roi Amasis et le cartouche de la divine adoratrice Ornès Néféribré. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans l'entrée, dans le corridor de la première porte, ici, on a un dispositif particulier avec une niche qui a été aménagée au centre de la paroi. Cette niche se trouve au-dessus d'un signe Sématawi, l'union des deux terres. Et dans l'interprétation que l'on peut en donner, il est très probable qu'il faille voir au-dessus de ce Sématawi une représentation de Dieu enfant. On a fréquemment des images du Dieu enfant sur le Sématawi, vous auriez dû le voir ici. J'imagine donc que l'on avait dans cette niche une figurine en bronze d'un Dieu enfant qui se trouvait placée donc de face au milieu de la paroi, et on avait en quelque sorte un relief cultuel ou un proto-relief cultuel, c'est-à-dire un endroit où les fidèles
pouvaient déposer des offrandes et faire des sollicitations auprès d'une figure divine qui était en quelque sorte mise en avant, mise en exergue au centre de la paroi. Alors on peut évidemment conforter cette interprétation par la présence d'autres dieux enfants, notamment Horus dans les fourrés, ici qui est représenté et qui est protégé par Montu. Ce qui nous amène à penser qu'on avait donc dans la première partie de la chapelle un culte particulier aux dieux enfants qui était fait indépendamment de ce qui se passait à l'arrière de la chapelle où le fétiche abydénien était conservé. On pouvait ouvrir la porte de la chapelle et ne laisser apercevoir que cette figure. On pouvait laisser parvenir donc les fidèles à l'entrée sans les faire rentrer au fond. Et donc on avait en quelque sorte là une zone qui était réservée aux pratiques de piété, hein, qu'on appelle couramment piété populaire, même si le terme est inexact, alors que la partie arrière de la chapelle restait évidemment confinée, inaccessible à tout un chacun. On retrouve en quelque sorte dans notre chapelle la bipartition que l'on a vue dans la chapelle voisine, c'est-à-dire qu'on a deux parties du sanctuaire qui fonctionnent en quelque sorte indépendamment l'une de l'autre. Alors que s'est-il passé ensuite, après donc la 26e dynastie, après l'invasion perse? Comment a continué à évoluer notre secteur? Alors on a beaucoup d'indices sur cette évolution, je vais vous en donner quelques-uns rapidement. On a d'abord l'existence à l'ouest de notre chapelle d'un bâtiment de très grande dimension. C'est Catherine de Fernès qui l'a particulièrement étudié, mais l'ampleur de la fouille qu'il nécessite nous a amené à différer une étude complète de ce bâtiment qui mériterait un chantier à lui tout seul. En tout cas, nous avons pu dégager la partie supérieure de ce bâtiment, hein, vous voyez, entièrement aménagé avec des sols de briques. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans la fenêtre que nous avons sur la partie la plus profonde du bâtiment, ici, dans une zone où le dallage a été perforé, nous voyons que le bâtiment est fondé sur une épaisse couche rubéfiée, couche de destruction remplie de cendres et de briques cuites par un incendie, qui laisse penser qu'on a ici le témoignage d'une très large destruction du secteur sur laquelle est venu se réinstaller un bâtiment à l'époque perse, puis ensuite à l'époque ptolémaïque. On a également à l'avant de notre chapelle des zones qui ont été l'objet de constructions intensives à l'époque ptolémaïque. Donc, il faut probablement voir une période d'abandon de notre chapelle jusqu'à cette époque, et puis une restauration du culte, puis un abandon à nouveau au milieu de l'époque ptolémaïque. Sans entrer dans le détail, je vous montre l'étendue de ces secteurs qui ont été fouillés notamment pour ceci par Thomas Fauché. On a des pièces voûtées, alors on n'a que le départ de la voûte ici, qui étaient les parties inférieures de bâtiments qui étaient probablement assez élevés. Dans ce secteur également, un atelier, une structure en quelque sorte de fabrication
nous a attiré notre attention dans les années 2007-2008 parce que cet atelier s'est trouvé être un atelier de faux monnayeurs datable du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il se trouve que nous avons trouvé là des monnaies non encore séparées, ce qu'on appelle un chapelet de flanc, qui correspondent donc à une phase de fabrication de monnaie ptolémaïque. Et associé à ces trouvailles, un grand nombre de monnaies qui sont des monnaies d'imitation. Thomas Fauché a pu établir qu'il y avait donc à cet endroit de Karnak un lieu de fabrication de faux monnaies ou de fausses monnaies, de monnaies d'imitation sur le modèle des monnaies alexandrines, mais qu'on copiait en quelque sorte localement. Donc c'est particulièrement amusant de voir qu'en bordure d'une chapelle osirienne, on a, à l'époque ptolémaïque, installé un atelier de fausses monnaies. Dans la partie nord-est de la chapelle, comme je le signalais tout à l'heure, on avait d'énormes massifs ptolémaïques qui avaient été installés sur l'angle du pylône, qui ont nécessité une fouille de plusieurs saisons pour en comprendre la complexe organisation. Ces massifs venaient en quelque sorte s'appuyer sur l'angle nord-est du pylône. On avait des sortes de plateformes de niveaux successifs d'époque ptolémaïque et romaine, et ensuite, et à certains endroits, des dépôts aménagés avec des jarres installés dans des structures encadrées par des pierres. Notamment ici on a une jarre ptolémaïque à motif fleuri qui avait pu être trouvée en 2015 à l'intérieur de la chapelle dans le même secteur. Alors très récemment, donc, dans les campagnes 2015 et 2016, la fouille de cette plateforme s'est poursuivie et nous avons pu dégager des niveaux d'époque romaine particulièrement intéressants parce que remplis de céramiques entières qui sont particulièrement, qui forment un ensemble particulièrement cohérent. Un ostracone grec déchiffré par Hélène Cuvigny nous a donné une date puisqu'il s'agit d'un reçu de taxe du règne d'Antonin le Pieux. On se trouve donc au IIe siècle après Jésus-Christ. Et il se trouve que parmi les objets conservés dans ce secteur, nous avons trouvé une Nephthys, une statuette en bronze de la déesse Nephthys, qui laisse penser que le contexte osirien du secteur n'était pas totalement oublié à cette époque. Donc, j'espère vous avoir donné, donc, par ce parcours dans ce secteur de la chapelle d'Osiris ou de Néfer, maître des aliments, un aperçu à la fois de ce qu'est le culte osirien au premier millénaire à Karnak, dans la diversité de ses aspects. Vous voyez qu'il ne s'agit là que d'une des chapelles parmi des dizaines d'autres, et donc que chaque édifice a des particularités particularités remarquables qui le distinguent de toutes les autres. Et puis vous voyez aussi la très grande épaisseur chronologique archéologique des secteurs, puisque nous intéressant à un édifice particulier de la 26e dynastie, nous avons été amenés à traiter une documentation qui s'étale depuis l'époque ramesside jusqu'à l'époque romaine, avec une très grande richesse de découvertes dans chacune de ces périodes. Voilà, je vous remercie, évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions.